Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures, enfin presque, qui sont à vous puisque c'est une libre antenne. 39 21, tout de suite notre numéro d'appel. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien, sûr de tout ce qui vous intéresse, vous amuse ou vous perturbe. Et oui, quelquefois, on est aussi perturbé fin juillet par des questions simples, par exemple, qu'est-ce que je mets ce soir ? Ou aussi par des questions plus compliquées, plus importantes. Est-ce qu'elle pense à moi ? Que va dire maman ? Enfin, vous voyez, on est là pour débattre absolument de tout. Un peu plus sérieusement, je suis à votre écoute et si vous avez un souci particulier, n'hésitez pas à appeler, on réfléchit tous ensemble et c'est comme ça que les bonnes idées viennent. Voilà, alors avec moi, Asiba et Théo qui vous accueillent au standard tout au long de la soirée, merci à eux. Merci aussi à Fifi qui officie à la réalisation de cette émission de Main de Maître. 39 21, notre numéro d'appel pour me rejoindre et passer avec moi à l'antenne. 7 21 21, les SMS en commençant bien sûr par le mot nuit. Et puis vous nous adressez vos mails sur notre site europe.fr en choisissant libre antenne. Voilà, pardon. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Alors nous avons Caroline pour commencer cette émission. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Caroline. Eh oui, ça fait toujours un peu bizarre. Alors je crois que vous nous avez appelé, vous avez en fait une maladie évolutive des yeux. Vous ne savez pas encore si cela va aboutir à une cécité. Mais en réalité, ce qui vous perturbe, je crois, c'est la manière dont certains membres de votre famille, dites-vous, vous tournent le dos. Oui, en quelque sorte. Mais bon, si vous voulez, c'est une maladie qui évolue donc depuis un petit peu plus de 2 ans. Elle a commencé en mars 2008. Et bon, en fait, le point le plus important de cette maladie, c'est qu'elle entraîne une douleur terrible. Ah oui. Et une douleur qui, au départ, a été incompréhensible par ma famille. Ils ne pensaient pas qu'un œil pouvait faire souffrir. Moi non plus d'ailleurs. Bien que je fais partie d'une profession paramédicale, j'ai soigné des gens qui avaient des soucis oculaires, mais jamais je n'avais vu un caractère aussi douloureux à une maladie oculaire. Et bon, on m'a expliqué que, en fait, les douleurs cornéennes, c'est parmi les douleurs les pires qu'un être humain peut supporter. Une cornée est très très innervée. Et bon, ma maladie se caractérise par des ulcères à répétition qu'on n'arrive pas à canaliser. Et bon, il semblerait que l'origine soit virale, mais on n'en est pas sûr parce que c'est une maladie qui traîne. Et d'autre part, le souci aussi au niveau de ma famille, c'est que c'est une maladie qui n'est pas du tout étiquetée. On ne reconnaît pas vraiment l'origine. On me dit, vous êtes un cas très compliqué, vous n'êtes pas facile à soigner, on fait ce que l'on peut. Bon, bien sûr, c'est déjà pas facile pour moi d'accepter ça. De toute façon, je n'accepte pas ma maladie, je n'y parviens pas. Et ma famille ne me soutient guère. En fait, je suis la dernière de 11 enfants. 11 enfants. Voilà. Jusqu'à maintenant, en fait, depuis que j'ai mal aux yeux et depuis que je deviens malvoyante, en fait, j'ai plus que 5/10 à l'œil droit. Et en fait, j'ai pas eu de chance parce que mes 2 yeux ont été atteints. Et depuis, en fait, que je suis malade, eh bien, il y a eu un gros chaos dans ma famille. Je me rendais pas compte, en fait, que, étant la dernière, j'avais une importance peut-être dans cette famille. Et en fait, j'en constituais un pilier majeur, je pense. Tout bonnement parce que depuis le décès de mon père, et depuis, ça fait 8 ans que je suis seule maintenant, que je n'ai plus d'amis. Donc, pour moi, en fait, les choses, j'ai pas choisi ma vie. Hein. Les choses J'imagine bien. Mises comme ça devant moi. Maman se retrouvait veuve, n'avait pas assez de finances pour pouvoir vivre seule. Donc, j'ai dit, écoute, maman, il n'y a pas de souci, j'ai un appartement. Tu vas venir vivre à la maison, je vais m'occuper de toi.
Et puis, ma foi, bon gré mal gré, ça fait 8 ans que je m'occupais de maman. Et tout allait bien, pour la famille aussi. On m'a jamais demandé s'il y avait un souci avec maman. Les choses se présentaient comme ça. Bon, la vie s'écoulait comme ça. Je n'étais pas malade, j'étais quelqu'un de solide. J'ai toujours aimé la vie, en quelque sorte. J'ai toujours... pour moi, la vie, c'est important. J'aime la nature, j'aime l'art, Oui, vous j'adore. êtes vivante. Oui, j'aime vivre. Et par-dessus tout, j'ai mis un petit peu ma vie sentimentale de côté, ce qui est un petit peu mon erreur. Mais par-dessus tout, si vous voulez, j'ai une profession qui est très, très envahissante, mais qui en même temps, je trouve, est l'un des plus beaux métiers du monde. Je suis infirmière. Mais oui, vous avez raison. Et je pense que aider les autres, je pense que ça a toujours été quelque chose en moi d'important. Et subitement, il a fallu que qu'on vous aide, vous, tombe dessus, en quelque sorte, que je tombe malade, pour que j'ouvre les yeux un peu plus clairement dans ma vie, dans ma famille, et ce gros chaos physique à la fois a entraîné un gros chaos moral en moi, si vous voulez. Et donc, oui, effectivement, j'ai vu clair un petit peu plus sur ma famille, qui en fait me voyait guère. J'habite la province, on a une famille qui est complètement éclatée. Mais bon, on avait quand même des liens, on entretenait des liens par des petits week-ends de temps en temps à la maison, en sachant que comme maman était chez moi, j'étais le point de ralliement de la famille. Oui, bien sûr, vous étiez non seulement la dernière, mais ensuite Voilà. c'est vous qui vous souteniez un peu tout ce petit monde-là, Exactement. dans la mesure où vous aviez votre maman avec vous. Je brassais beaucoup de choses dans ma vie et je ne flanchais pas et mon quotidien était sans souci, je dois dire, et je vivais bien comme ça. Mais bon, le problème c'est que je suis tombée très malade et j'avais des douleurs telles qu'il a fallu m'hospitaliser à plusieurs reprises. J'ai été opérée de nombreuses fois, donc 5 fois de l'œil droit, 7 fois de l'œil gauche. Bon, on est arrivé à sauver l'œil droit, mais enfin bon, en sachant que cette maladie est récurrente, je peux très bien avoir une autre atteinte à cet œil qui revienne un jour ou l'autre. D'où mon hypothétique oui, c'est ça. Oui, mais enfin pour l'instant, votre œil droit est sauvé. Oui, d'accord. Voilà. Donc, alors j'en reviens à ma famille. Et en fait, il a fallu que je me sépare de maman. Je lui ai dit, maman, écoute, je peux plus faire face, je peux plus t'aider. Bon, maman, à 85 ans, était une personne très bien, assez autonome, mais qui, elle, ironie du sort, avait un problème de DMLA et n'y voyait plus rien quasiment non plus. Voilà. Donc, à nous deux, on faisait la paire en quelque sorte. Mais oui. Alors ? Et j'ai dit, maman, je peux plus m'occuper de toi. Et d'autre part, ma maladie est vraiment trop douloureuse. Il faut que je te mette en institution. Donc ça a déjà déclenché beaucoup de choses dans ma famille. Alors, on vous en a voulu ? On m'en a voulu, une partie de la famille m'en a voulu. On m'a dit, mais on n'a jamais dit qu'il fallait que tu abandonnes maman. Alors j'ai dit, mais j'ai jamais voulu abandonner maman. Je la mets en institut simplement pour la sécuriser. Parce qu'elle ne voit pas clair. Et effectivement, pendant une de mes hospitalisations, elle est tombée dans le jardin, elle n'a pas pu se relever, les voisins sont arrivés. Et elle est allée dans un service de moyen séjour. On l'a bilanté et tout, mais bon, ils se sont aperçus que maman avait une bonne santé physique. Mais bon, avait une certaine petite désorientation liée à l'âge. Mais ma foi, n'était pas de compagnie si désagréable que ça. Mais bon, si vous voulez, ma famille s'est relayée un petit peu et ça a posé des soucis parce qu'ils n'étaient pas habitués à côtoyer ma mère plusieurs jours de suite, voire même plusieurs semaines. Et l'une de mes sœurs est venue garder maman lors d'une de mes longues hospitalisations, donc ça a duré plus de 2 mois. Et puis, ma sœur, subitement, est venue mettre un petit peu la zizanie en disant à tout le monde. En fait, elle a fait le porte-parole de la famille parce qu'elle s'occupait de moi également. Elle venait me voir à l'hôpital et elle a dit à la famille, écoutez, c'est pas étonnant que Caroline soit tombée malade, vu comment est maman. Alors, en fait, elle a bouleversé les habitudes de maman. Le ralentissement et la désorientation de maman, elle ne connaissait pas comment
disons, agir avec une personne âgée. Moi, j'ai su dissocier ma maman de la personne âgée souffrant d'un ralentissement lié à l'âge, si vous Bien voulez. sûr, oui, je comprends très bien ce que vous dites. Ça m'a aidé, si vous voulez, à appréhender le quotidien de ma maman. Mais ma sœur n'y a pas vu comme ça de cet œil. Et elle s'est prise de façon assez agressive avec ma maman. Oui, on a du mal à maman, voir les siens vieillir, vous savez. Oui. Et si vous voulez, ma maman a très mal vécu ça et a régressé. Oui. Voilà. Mais elle aura peut-être régressé de toute façon. Oui, de toute façon, bien Parce sûr. que Oui, tout à fait. J'admets la voilà. chose. Surtout Comme si elle j'ai dit à avait ma déjà un famille. ralentissement, on pouvait s'attendre à ce genre de réaction. Exactement. Oui. Mais ma maman, bien que régressant cérébralement, ayant des problèmes de mémoire, ma maman a une tendresse qui est toujours existante. Bien sûr. Et qui est encore existante à l'heure actuelle. Mm. Je lui téléphone et je dois dire que moralement, bien qu'elle soit désorientée, elle a toujours la parole pour me réconforter. Et elle me dit souvent, si j'étais à la maison, au moins, quand tu as des douleurs, je serais là pour te tenir la main. Ce serait peut-être pas grand-chose, mais elle dit au moins il y aurait quelqu'un à la maison pour t'aider. C'est une vraie maman. Oui, c'est une vraie maman, ça c'est sûr. Je ne lui en voudrais jamais. Bon, c'est sûr, ma maman a élevé en fait 3 générations. Moi, j'ai 21 ans de différence avec ma première de mes sœurs. Et celle qui a gardé ma maman, c'est la deuxième de mes sœurs. Donc, il y a un trou générationnel entre nous. Et si vous voulez, mes sœurs, j'ai 4 sœurs qui sont nées en premier. Et mes sœurs étaient plus des mamans pour moi que des sœurs. Voilà. Alors, ensuite, vous avez des frères ? Oui, ensuite sont venus des frères. Et moi, je suis donc... Donc, si mes comptes sont exacts, nous avons 4 sœurs, 6 frères, Voilà. et vous êtes la dernière. Et moi, je suis l'accident, oui. Non, il ne faut pas vous définir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'êtes pas un accident, vous ? C'était ça. Je n'étais pas Non. entendue. J'ai l'impression surtout que vous avez été le petit bonheur de votre mère. Dites-moi, Caroline, est-ce que vous ne croyez pas ? Vous dites ma sœur a mis la zizanie. En réalité, moi, il y a plusieurs choses qui me frappent dans vos propos. La première, c'est que alors que vous êtes, on va dire que vous souffrez d'un trouble oculaire, d'un seul coup, quand vous parlez des vôtres, vous dites j'ai ouvert les yeux et j'ai vu clair. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas déjà que le fait d'être tout simplement lucide quant aux réactions de votre famille, ça n'a pas encore ajouté à la douleur ? Non, je pense pas. Parce que si vous voulez, moi, en fait, je ne voyais pas clair. J'ai idéalisé ma famille. Pour moi, elle était très importante. Je me souviens des repas de famille, de Noël. Pour moi, c'était sensationnel. Je préparais ça tout le temps à l'avance. Toute la famille se réunissait. Pour moi, j'en ai des souvenirs de ma petite enfance, de mon adolescence. Mais c'est formidable. Qui sont toujours gravés en moi. Et ça m'équilibre beaucoup encore, même maintenant. Mais bon, je tombe de haut maintenant parce que, fin de compte, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont liées dans mon histoire. C'est vrai que j'ai un parcours de santé tellement difficile. Mais j'ai l'impression qu'en fait, jusqu'à il y a 2 ans, vous alliez bien. Oui, j'allais bien. Et disons que cette maladie est venue fiche en l'air tout mon équilibre, toute ma vie, quoi. Mais votre équilibre aussi était fait de la vie que vous aviez avec votre mère. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à deux, vous étiez un couple ? Vous étiez un couple, toutes les deux. Oui, ça je le renie pas. Alors, qu'est-ce qui fait, parce que c'est la question que j'ai envie de vous poser depuis tout à l'heure, vous avez dit j'ai mis de côté ma vie sentimentale. Oui, parce que tout bonnement, parce qu'il est vrai que maman m'accaparait quand même beaucoup. Et voilà. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que votre sœur, quand elle arrive, finalement, elle se rend compte d'une certaine manière de la situation ? Mais bien sûr. Et elle se dit, et c'est de la colère que vous prenez pour de l'agressivité. C'est peut-être au contraire extrêmement bien intentionné à votre égard. Oui, mais ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit autre chose. En fait, c'est que mon problème de maladie ayant été mal étiqueté, si vous voulez, j'ai été dans un grand centre. Et pendant 4 mois, ils m'ont passé au crible. Et mis à part une cause virale, on n'a pas trouvé d'autre cause à cette maladie. Et si vous voulez, moi je travaille dans une branche où effectivement, quand on ne trouve pas la cause de certaines maladies, on étudie la psychologie des gens au crible
Et on se demande si les gens ne se font pas mal eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire un trouble hystérique. Voilà, exactement. Peuvent se mutiler, ou ça vient d'eux, enfin bon, ou ça vient de leur psychologie ou quoi que ce soit. Et moi, ma sœur a été dire à la famille, elle a rien compris en fait. Elle a rapporté les faits d'un médecin de l'hôpital qui enquêtait un petit peu sur mon état, qui a mis également une psychologue sur mes pas, et heureusement que je l'ai encore, cette psychologue, parce qu'elle m'aide beaucoup à avancer. Et elle a mal interprété tout ça. Elle a été dire à ma famille, oui, ils sont en train de voir si Nathalie se mutile pas. Et maintenant, elle dit, ça y est, pardon, Caroline. Et maintenant, elle dit, ça y est, elle doit se faire du mal parce que elle veut devenir aveugle parce que maman l'insupporte, elle la supporte plus, vu la vie que me fait mener maman. Quelle vie elle devait avoir? Alors, mais c'est plutôt une réaction de tendresse à votre égard au fond. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Elle a sans doute mal compris, j'imagine, et je comprends qu'elle ait fait une confusion. Mais si on réfléchit, il s'agit de quelque chose de très bien intentionné à votre égard. Oui, mais ça a tourné au vilain parce que, si vous voulez, après j'étais dans un centre parisien et puis donc pendant longtemps, et elle habitait Paris, donc elle habite plus Paris maintenant. Et donc ma sœur Nathalie, c'est ma deuxième sœur, donc elle m'a pris en charge matériellement, si je puis dire, mais au niveau affectif, ça sonnait faux parce que lançant ce genre de rumeurs, pour moi, ça cassait toute la relation, si vous voulez. Et j'ai beau lui dire, essayer de la raisonner, elle voulait pas en découdre de cette histoire. Elle dit, je suis persuadée que tu te fais du mal. Mais je lui dis, non, tu ne me connais pas. Je dis, tu ne venais pas assez me voir à la maison avec maman. Je dis, si j'avais une vie extérieure, je sortais... j'étais occupée par mes activités de loisirs. Je n'étais pas si malheureuse que ça. Ça veut dire quoi, ça? Je n'étais pas si malheureuse que ça. Elle a cru que le fait de plus avoir d'homme dans ma vie faisait que je faisais un pétage de plomb, en fait, en ayant ma mère au quotidien. Et en fait, non, je pense pas. Qu'en dit votre psychologue? Alors, on en a beaucoup étudié, on a beaucoup parlé là-dessus. Et je lui ai dit, c'est sûr qu'actuellement, j'aurais une épaule sur qui me reposer, donc extérieure à la famille. C'est sûr que ça me serait bien utile. Parce que, bon, je passe par des moments vraiment très douloureux, oui. Physiquement et moralement. Et malheureusement, j'ai laissé peut-être un peu passer ça, mais bon, je ne le regrette pas. Bien sûr, vous avez, comme je vous le disais il y a quelques instants, vous avez formé un couple avec votre maman. Oui. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, le danger de l'histoire. C'est-à-dire que c'était à la fois confortable, c'était douillet, c'était dans un quotidien tendre, mais du coup, vous vous êtes un peu oublié. Je crois que c'est ce qui a fait réagir votre sœur. Elle est mariée, elle a des enfants ? Oui, elle est mariée, elle a une fille qui est psychologue aussi. Ouais. Elle a dû avoir envie, au fond, de la même chose pour vous. Oui, ça je pense. Mais bon, elle a fait fausse route, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu as fait fausse route. Et je lui ai dit, tu as entretenu des propos au médecin qui n'étaient pas fondés. Tu n'as pas été objective. Je dis, moi, j'étais enfermée dans ma douleur. Je ne me suis pas exprimée. Donc, ils ont peut-être été déroutés par rapport à mon attitude. Et ils ont pu extrapoler aussi. Et tu étais beaucoup plus crédible que moi, enfermée dans ma douleur et Bien enfermée sûr. dans mes drogues. Tout à fait. Donc, il a fallu, avec la psychologue, elle m'a dit, oulala, rétablissez vite la situation, parce qu'elle m'a même traité de toxicomane, alors que j'avais besoin de drogue importante pour me soigner, et je suis toujours sous antalgique majeure pour me soigner mes douleurs, mais heureusement, elle a reconnu sa faute. Hein. Vous savez, on n'opère pas 12 fois un trouble psychologique. Donc, effectivement, il y a une cause. Elle en est revenue. Hein. Oui. Mais bon, il a fallu des preuves, si vous voulez. C'est ça que je lui reproche. Il a fallu des preuves organiques
si je puis dire entre guillemets, parce que bon, des ulcères cornéens, il n'y a pas 36 solutions pour les soigner. Quand les traitements locaux ne marchent pas, on greffe ce qu'on appelle des membranes amniotiques. C'est des petits bouts de placenta humain, tout bête, que les mamans donnent, font don à la naissance de leur bébé. Elles donnent leur placenta. Et grâce à ce placenta, on peut guérir de nombreux ulcères cornéens. Malheureusement, moi, c'est des ulcères qui récidivent. Et bon, ces greffes de membrane me soulageaient pendant 2 mois environ, et puis c'est tout. Et puis vous y retourniez. Où la greffe, eh bien, au bout de 15 jours, alors que ça me soulageait, au bout de 15 jours, j'ai dit au chirurgien, ah non, il y a une anomalie, j'ai vraiment très mal, j'ai l'impression que j'ai un ulcère, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas opéré. Alors, je l'agaçais, je lui disais ça depuis tous les jours à mon chirurgien, et elle dit, bon, je vais en avoir le cœur net. Elle a enlevé les fils, et puis elle a regardé sous la greffe, et elle dit, oh là là, j'y comprends plus rien, vous avez encore un volumineux ulcère. Elle dit, je ne sais plus quoi faire, je suis désarmée. Oui. Alors écoutez, il faut que vous sachiez que vous suscitez énormément de réactions, Caroline. D'abord, Petite Plume qui dit vous avez déjà fait beaucoup, ne culpabilisez pas, rendez-vous compte, 8 ans déjà, pensez à vous. Mais oui, ça m'a... J'essaye de... disons que je pensais déjà à moi avant. Mais si vous voulez, moi, depuis ma petite enfance, j'ai toujours été ouverte. Je soignais... Mais oui, mais j'ai l'impression surtout que vous pensez plus aux autres. Ça me manque. J'ai toujours eu cette envie, je pense, c'est une vocation de soigner les autres, de soulager la misère des autres. Et ça, je peux pas m'en empêcher. Même malade, si vous voulez. Parce que vous êtes peut-être la dernière et que c'est à vous, d'une certaine manière, qu'a incombé la charge de votre maman. Vous étiez la plus proche d'elle. Donc, c'est peut-être de vous dont elle s'est le plus occupée. Ouais. Et vous vous êtes sentie redevable. Vous voyez, Caroline, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la dette. Alors, si vous voulez bien, éventuellement, on va prendre Karine en réaction. Bonsoir, Karine. Oui, bonsoir. Alors vous êtes là, vous dites que vous êtes la 8e, vous, de 8 enfants, et que vous n'avez pas réagi de la même manière. Oui, en plus les coïncidences sont troublantes parce que visiblement on a à peu près le même âge. J'ai plus de 20 ans de différence avec ma sœur aînée, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui. Et ma maman a 85 ans. Ah oui. Et je suis de formation infirmière. Ça fait. Voilà. Je ne pratique plus, mais je suis. On dirait que les dernières prennent en charge le reste de la famille. Alors, pas chez moi. C'est pour ça que je voulais un petit peu réagir en disant je trouve que cette personne, Caroline, est admirable. Elle parle très très bien. Elle est très humaine. Mais je pense qu'elle a sa vie à vivre, quoi. Oui, rapprochez-vous de votre téléphone, s'il vous plaît, Karine. Je suis prête. Voilà, merci. Oui, mais les messages, je ne l'ai pas occupé. Simplement, malgré tout, l'amour et tout ce que nous ont apporté nos parents, on a notre vie à vivre. Et moi, je suis la dernière à être partie de la maison, forcément. Et je me souviens que quand j'étais à l'école d'infirmière et que j'allais avoir mon diplôme et donc pouvoir voler de mes propres ailes, j'étais perturbée, j'étais affolée et une des monitrices m'a dit tes parents ont vécu leur vie et maintenant tu dois vivre la tienne. Tout à fait. Bien entendu. Tout à fait, mais sauf que j'ai l'impression, Caroline, que vous ne l'avez pas tout à fait vécu. Vous êtes entièrement consacrée à votre maman et aux autres. Oui, mais enfin bon. Et aux autres. J'ai quand même quitté le nid de mes parents après avoir été étudiante, si vous voulez. J'ai quand même eu mon appartement, j'ai quand même eu une vie antérieure. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vie antérieure dont vous parlez ? J'ai quand même connu 2 hommes. Ah. Le dernier, on s'est connus pendant un bout de temps, mais le souci c'est que il était professeur de langue, et puis disons qu'on était, la distance nous éloignait, quoi. On était à plus de 200 km l'un de l'autre, mais on s'aimait, tout allait bien. Et puis il y a un moment où il faut faire des projets et tout. Et puis je suis un être un petit peu têtu aussi, ça vient peut-être de moi, mais je sais pas qui la faute, j'en sais rien, puis je veux pas le savoir. Oui, et puis c'est pas l'important. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je dis vivre sa vie, excusez-moi. Pardon. Oui, ce qui s'est passé en fait, c'est que moi je voulais
En fait, je me suis fait construire une maison. Et puis. Vous ne vouliez pas quitter votre maison, c'est ça? Ouais, j'aimais ma maison, j'aimais mon jardin. Mais tout ça, c'est bassement matériel. Vous savez, la maladie, elle vous ouvre les yeux sur bien d'autres choses. En fait, c'est pas ça qui est important, c'est vrai. Mais bon, je le savais en plus que c'était pas important. Mais vous savez, tant qu'on n'est pas au pied du mur de certaines situations, on voit pas clair. Et maintenant, je me dis, ma maison, mais bon sang, c'est ta prison dorée, quoi. Parce que ma maison, je suis obligée de la vivre au quotidien. Je suis en longue maladie, Et elle vous a éloigné de l'homme que vous aimiez? Non, en quelque sorte, oui, parce que j'ai pas voulu la quitter. Mais en fait, bêtement, je lui ai dit, mais c'est pas un souci. Je lui ai dit, essaye de te faire muter. Je dis, pourquoi moi, je devrais me muter et puis pas toi? Je dis, moi, j'ai une équipe dans laquelle je suis heureuse d'évoluer. J'ai de la famille. Je dis, toi, c'est pas vraiment le cas. Je dis, t'es mobile, t'es prof de langue. Fais un effort. Mais il l'a pas fait. Il a pas voulu. Et puis bon, on s'est fâchés, puis on s'est revus. Et puis c'était un week-end par-ci, et puis après on se téléphonait. Et puis après c'était de plus en plus espacé. Et puis un jour, je suis rentrée dans l'heure parce que je suis un peu explosive quand même des moments. Et je lui ai dit, bon, écoute, ça va plus, on se voit plus, ok, il y a la distance, d'accord. Mais je dis, il y a un problème. Alors je dis, où on se dit les choses clairement, où on arrête tout, ou je sais pas. Mais on met les choses à plat. J'aime pas que ça dure les choses comme ça sans qu'on en parle. Et puis, on a mis les choses à plat. Et puis on s'est quitté en pleine colère et puis en pleurs. Et puis c'était fini, quoi. Voilà. Et puis j'ai essayé de rappeler. C'est moi qui ai voulu renouer. Et puis, il y avait des amis sur le campus aussi là-bas que je connaissais. Et puis, il m'a dit, non, il y a longtemps, il y a quelques mois, en fait, il a quitté l'université et puis il est allé s'installer à une autre faculté. Je dis, mais bon sang, la vie, elle est con ou quoi? Il dit, oui, mais bon, elle dit, on t'explique pas tout ça, c'est compliqué, puis ça te ferait du mal, et puis de toute façon, c'est passé pour toi. Bon, d'accord. Voilà, bon... Et puis ça s'est fini comme ça. Et puis dans mon milieu hospitalier, c'est vrai que j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré des malades jeunes. On dit qu'une infirmière ne doit jamais s'amouracher d'un de ses malades. Mais bon, ça, il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se passe, oui, ce qui est irrationnel. Pas de souci. Mais bon, j'ai connu quelqu'un aussi un petit peu après. Mais bon, ça marchait pas. On n'avait pas les mêmes penchants. Et puis bon, plus on devient en âge, plus on avance en âge, plus on devient un peu exigeante. Et puis, plus on idéalise les choses, ce qui n'est pas bien. Mais bon, maintenant que je suis tombée malade, je me dis, mais bon sang, t'es idiote ou quoi? Vous en voulez? Oui, Karine. Karine, quand je vous en prie. Vivre sa vie, c'est pas forcément vivre avec un homme. Pour moi, c'est aussi dans sa tête. On a l'impression que vous avez l'impression. Attention, Caroline, 2 secondes, c'est Karine. On laisse parler Karine. Oui. Vous avez l'impression d'abandonner votre maman, là, même ce que dit votre. Ressentir ça. Moi, si vous voulez, c'était pas l'abandonner. Ça doit résonner en vous. C'était la sécuriser. Ouais, je comprends ce que vous dites, Karine, parce que bien sûr, Caroline en a fait part. Elle a dit, j'ai mis ma maman dans une institution, je lui ai parlé parce que au fond, pendant mes séjours à l'hôpital, je ne pouvais pas m'occuper d'elle, et puis pendant les crises où je souffrais trop, c'était compliqué. Oui. Mais vous l'avez fait, mais consciemment, oui. Et j'ai dit à ma famille, je me suis portée porte-parole. J'ai dit, parce qu'il y a un moment où on s'est un petit peu réunis aussi, parce que ma maman est passée en moyen séjour, on passe devant un médecin qui conseille, qui oriente les gens âgés. Alors j'ai dit, je suis OK pour reprendre ma maman à domicile, mais attendez, je dis, je vous parle en tant que fille de ma maman, mais au médecin, je lui ai dit, mais je vous parle aussi en tant qu'infirmière. Donc je veux dissocier les deux. Et je dis, si jamais je sens que je ne peux pas gérer ma maman, parce que je sais que maintenant elle a quand même un handicap avec son âge et son ralentissement, je serai honnête et
je le dirais ouvertement. Et effectivement, mais si vous voulez, ma maman avait beaucoup changé, avait beaucoup régressé parce qu'elle ne me voyait plus depuis des mois. On a été séparés 4 mois et demi, si vous voulez. Donc quand une personne âgée a une personne en référence... Tout à fait, tout à fait. Oui, elle était un peu dépendante de vous, vous étiez son repère. Oui, elle était dépendante de moi et voilà, j'étais son repère. Et c'est vrai qu'elle a énormément régressé. Et donc j'ai dit à ma famille, il est clair que là, maman, je ne peux pas m'en occuper. Vous avez eu la bonne réaction, Caroline. Donc, je pense que nos auditeurs ont raison parce que je reçois plein de messages dans ce sens. Vous n'avez surtout pas à vous culpabiliser. D'ailleurs, je vous lis le... Je voulais dire tout à l'heure. Je me suis culpabilisée un peu. Je me culpabilise encore parce que je me suis dit, bon sang, bon, je crois surtout que vous vous culpabilisez pour tout et puis vous vous dites... j'ai toujours été comme ça. Je suis assez pénible. D'ailleurs, mon ami me disait, mais bon sang, t'es un peu chiante là-dessus. Encore un point commun que nous avons. Oui, mais vous savez, j'ai jamais été comme tout le monde. Comme je dis, moi j'aime quand il pleut, j'aime les épinards en boîte, j'aime pas me fondre dans le moule de tout le monde. J'avais pas envie de fonder une famille comme tout le monde. Bon, je suis issue d'une grande famille, c'est peut-être pour ça aussi. Oui. Mais bon, j'ai jamais été comme tout le monde. Et j'y peux rien. Mais bon, j'ai peut-être été dotée d'autres choses. J'ai des grosses intuitions. Et c'est vrai que bon, je suis très ouverte aux autres aussi, à les aider. Beaucoup peut-être même un peu beaucoup. Oui, peut-être un peu trop, je sais pas. Oui. J'ai l'impression que vous vous oubliez dans tout ça, Caroline. Mais bien sûr que je me suis oubliée, je le sens, je suis consciente. Si je peux me permettre, je n'irai pas jusqu'à dire que, comme votre sœur, que vous provoquez votre maladie, mais j'ai remarqué quand je vous écoutais que vous disiez, je n'avais pas ouvert les yeux, je regardais ça d'un autre œil. Oui, c'est triste à dire. Ouais, c'est l'ironie du sort. Vous employez beaucoup Maintenant que mes yeux se ferment, ils sont ouverts en fait. Donc c'est pas bien, je sais, mais bon. Non, mais arrêtez de dire c'est pas bien. Là, vous vous culpabilisez dans tous les sens. C'est pas ce que je voulais dire du tout. Ce que je voulais dire, c'est que... Il m'a fallu un choc, une maladie pour que... Justement, votre maladie touche les yeux. C'est pas un hasard, c'est ça que vous voulez dire, Karine. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais elle dit que sa maladie lui a ouvert les yeux alors qu'elle touche justement ses yeux. Oui, c'est la réflexion que je me faisais aussi tout à l'heure. Écoutez, Karine, je vous trouve assez perspicace. Merci en tout cas de votre intervention. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, je n'ai pas été d'une grande aide. Non, mais vous avez remarqué une grande similitude dans notre... Oui, sauf que vous avez su peut-être, à temps en tout cas, faire votre vie à vous. Alors Caroline, j'ai envie de vous dire que vous avez 44 ans, que vous êtes très jeune. Pas perdu, on n'arrête pas de me le dire. Non, mais que vous êtes jeune et que peut-être il faudrait profiter de ce moment de lucidité que vous avez aujourd'hui pour penser à vous. Oui, c'est pas facile, mais la douleur est là pour vous rappeler que finalement la vie est importante. Oui, mais la douleur me renferme. Parce que, si vous voulez, j'ai une pompe en permanence. Si vous voulez, je suis branchée en permanence. Donc, parce que j'ai des crises douloureuses récurrentes, des fois 2-3 fois par semaine. Là, je m'entretiens. Heureusement, je suis suivie au Centre européen de la douleur, là, à Pompidou. Je suis en province, mais bon, cet anesthésiste... comme il dit, avec vous, j'ai développé un affectif qui fait qu'il est très difficile pour moi quand il sera nécessaire. D'ailleurs, j'ai un autre souci aussi, tout est imbriqué, j'ai tellement de soucis. Il me dit, le jour où il faudra prendre une décision pour votre œil, ne comptez pas sur moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui ont dégagé un gros pouvoir affectif sur moi et vice-versa. Et heureusement, parce qu'ils m'aident, c'est un gros soutien pour moi. Mais bon, comme je leur dis, dans ma vie affective, j'aimerais bien retrouver quelqu'un, mais je vois pas bien clair. Si ça se trouve, je vais être borgne. Ça va pas tomber du ciel tout seul pour trouver quelqu'un. Oh là là, si vous saviez. Alors, il y a des associations. Vous savez, je connais une dame qui a perdu la vue vers 30 ans suite à un diabète très important, et c'est à cette période-là qu'elle a trouvé le grand amour de sa vie. Oui, elle est aveugle, il la guide, il est son guide, il est son mari. J'ai mal à croire au hasard
et au bon destin ou à la bonne étoile. Je comprends qu'aujourd'hui vous ayez du mal. Mais je crois que vous n'avez pas assez confiance en vous, Caroline. Et c'est peut-être... Dans un film, c'est le Père Noël est une ordure, ils disent chaque pot a son couvercle. Ouais, c'est possible, mais bon, j'aimerais bien que mon couvercle il tombe le plus vite que d'attendre, je sais pas quand, 60 ans ou j'en sais rien. Oh, ça vous arrivera bien avant, parce que vous êtes une personne formidable, à vous entendre vraiment, et je peux vous dire que nos auditeurs sont absolument bouleversés par votre témoignage et ce que vous venez de nous dire. Et puis vous êtes lucide, n'est-ce pas, Karine? Oui, je suis lucide, ça je le suis et je tiens à rester jusqu'au bout. Et mon gros souci actuel, si vous voulez, bon, c'est vrai que mon souci sentimental, je le relègue au second plan parce que pour l'instant, bon, c'est vrai que je peux pas tout mélanger non plus. C'est vrai que j'ai un souci de douleur et bon, il y a un moment, en fait, je suis soignée par trois hôpitaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression, Caroline, que vous êtes bien soignée. Moi, si j'ai envie de vous dire... Oui, ça, je le renie pas. Si j'ai envie de vous dire une chose pour terminer, ça serait, je voudrais que vous ayez un peu d'espoir. Alors, c'est difficile parce que je sais que la douleur mine, sape le moral. Mais bon, vous êtes soutenue, vous avez des médecins qui se sont attachés à vous. Et je pense que c'est très important de continuer d'abord à leur faire confiance. De compter sur eux et puis surtout de compter sur vous parce que vous êtes quelqu'un d'absolument merveilleux. Vous avez beaucoup donné aux autres et je pense que il est temps. Voilà. Encore aux autres. Voilà. Mal un jour, j'ai cet espoir de pouvoir récupérer mon œil, mais si vous voulez, il y a que moi qui ai cet espoir. Non, je pense que les médecins aussi. J'en ai un qui m'a dit justement, ils ont des avis divergents, ils se sont réunis. Oui, mais je voudrais pas qu'on rentre trop dans ce qui est de l'ordre du médical. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes chapeau, hein, vous forcez notre admiration à tous. Et je voudrais surtout... Je mérite tant de compliments. Non, pas du tout. Mais je voudrais surtout que vous gardiez un peu de confiance parce que vous êtes quelqu'un de bien, vraiment bien. Mon chemin est trop dur. Et que... moment, je vais peut-être un peu... Non, il faut garder espoir. En tout cas, bravo et merci de votre confiance et de nous avoir livré ce témoignage absolument bouleversant. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 1h. 39 21, c'est important, c'est notre numéro d'appel. Je suis à votre écoute. Nous avançons ensemble dans la nuit et c'est un moment qui est plus propice pour se confier, se raconter, se livrer. Parler de tout ce qui vous affecte, ce qui vous émeut, tout ce qui vous trouble en fait. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler 39 21 si vous traversez une période un peu compliquée de votre vie. On peut voir ça ensemble, on déroule le fil, on réfléchit mieux à plusieurs, je vous le dis souvent. Vous pouvez aussi nous adresser vos réactions à chaud par les SMS en composant le 7 21 21 et en commençant surtout par le mot nuit. Et puis enfin, vos courriels sur notre site europe1.fr. Alors la précision importante, vous allez dans émission, puis contactez-nous, puis envoyez un message à une émission, vous sélectionnez la ligne ouverte. Voilà, je vous remercie de tous ces petits détails et nous allons tout de suite commencer cette nouvelle tranche avec Ève. Bonsoir Ève. Bonsoir. Alors, vous nous avez appelé, vous avez 25 ans et puis je vous laisse nous raconter la suite. Alors, disons que voilà, j'ai appris que j'ai un cancer du sang. Oui.
Et le problème, c'est que j'ai commencé ma radiothérapie. Je dois me faire opérer donc là pour fin du mois. On doit me faire une ablation du sein totale. Et le problème, c'est que mon ami n'est pas au courant et je me marie avec en septembre. Donc, si je ne l'ai pas mise au courant, c'est parce que je ne veux pas le contrarier. J'ai pas envie que nos projets tombent à l'eau. J'ai envie d'aller jusqu'au bout et disons que j'ai déjà vécu cette expérience il y a 3 ans, vu que là c'est une récidive. Donc la première fois que j'ai fait un cancer, je porte le gène. C'est un cancer, on va dire génétique. Oui. C'est pour ça que je l'ai développé très jeune. Et là, la première fois, on m'a juste fait une tumorectomie et puis j'ai fait quelques séances de rayons, ça s'est arrêté là. Et je l'ai très mal vécu avec mon ami, on a failli se séparer. Je me suis la première fois que j'étais malade, je me suis renfermée sur moi-même et je lui ai fait vivre entre guillemets un peu l'enfer. Et je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais j'appréhende vraiment cette période et je sais pas comment lui annoncer, je sais pas comment. J'ai peur de sa réaction et surtout j'ai peur que notre mariage tombe à l'eau. Écoutez, je ne vois pas comment vous allez pouvoir subir une ablation du sein à la fin du mois sans lui en parler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait justement très mal le prendre ? Enfin, vous allez vous marier, c'est donc l'homme avec lequel vous êtes censé passer votre vie, affronter le meilleur et puis le souci, et vous voulez faire l'impasse sur ce problème. En fait, je veux lui dire, mais je ne sais pas comment, parce que la première fois que je lui avais annoncé que j'avais un cancer, c'était à 2 doigts si c'était pas s'il n'était pas au bord de la syncope, du malaise, et il l'a très très mal vécu. Il en a fait une grosse dépression et de ce fait, on s'est vraiment éloigné. On était vraiment au bord de la rupture. Ouais. Bien sûr. Parce que on est jeune, je veux dire, encore, quand on a, il n'y a pas d'âge pour affronter cette maladie, mais j'en ai que 25 et j'ai encore, je pense, plein de choses à vivre. Et comment ? Je garde le moral quand même parce que je l'ai vaincu une fois, donc je vois pas pourquoi ça n'ira pas la deuxième fois. Je pense que dans l'histoire, si on n'a pas le moral, c'est perdu d'avance. Non, c'est pas perdu d'avance, mais le moral est important. Voilà, oui, le moral est très important. Et je suis extrêmement bien soignée, bien entourée par l'équipe médicale. Oui, en plus je suis dans le médical aussi, donc c'est vrai que ça m'avantage. Mes parents sont au courant tous les deux, mon père et ma mère. Mais mes parents me disent, mais dis-lui, bon sang, bien dis-lui. sûr, J'arrive pas. J'ai un blocage. Lui, il le voit parce que j'ai quand même encore reperdu du poids. Alors il me dit, mais comment ça se fait que t'as maigri, etc. Alors j'ai mis sur le compte du mariage que je voulais perdre encore un petit peu. Et là, il m'a dit oui, fais attention, parce que là, t'es vraiment trop mince. J'ai perdu, on va dire, 5 kilos sur le mois. Donc déjà qu'à la base, j'étais pas très épaisse. Bon, écoutez, on va reprendre les problèmes un par un. Vous subissez cette ablation à la fin du mois, vous êtes censé vous marier en septembre. Il me semble, fin septembre. Les 2 événements sont proches. On a d'un côté une épreuve à surmonter, de l'autre un événement heureux qui s'annonce. Alors, je crois que le mieux, c'est tout simplement de lier les 2. En lui disant la chose suivante. Je ne t'en ai pas parlé avant, d'abord parce que j'avais peur, parce que c'est vrai que lorsque ça s'est passé il y a 3 ans, j'ai eu des réactions, mais j'étais sous le choc de la nouvelle. Là, il s'agit d'une récidive, donc effectivement, j'ai eu peur et je l'ai pas bien vécu la première fois, toi-même non plus. Donc j'ai eu peur de ce qui pouvait se passer et c'est pour ça que j'ai tardé à te le dire. Néanmoins, ce qui me donne du courage pour aller au-devant de cette opération, c'est la perspective de ce mariage et de savoir que toi et moi, nous allons être ensemble pour la vie. Après, je me dis, j'en ai que 25, je vais avoir un sein en moins. Comment il va réagir ? Parce que la première fois, c'est une cicatrice, ça va pas plus loin, j'ai pu conserver mon sein.
Et on va dire, entre guillemets, le pire pour moi est arrivé parce que je me suis dit, quand on m'a appris que j'avais une récidive lors de ma mammographie de contrôle, c'est pas possible. Et puis bon, donc là, les médecins préférés m'ont dit, voilà, on va faire l'ablation parce que il faut passer par là pour être tranquille. Tout à fait, mais ça n'exclut pas la pose d'une prothèse par la suite. Oui. Hein? Mais bon, comme je vais faire de la radiothérapie, on peut pas me faire une prothèse tout de suite. Je vais devoir attendre 8 mois avant la reconstruction mammaire. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est long. Mais c'est 8 mois. Vous voyez ce que je veux dire. Il y aura une reconstruction. Vous venez de le dire. Elle est déjà envisagée. Elle est déjà prévue. Et d'une certaine manière, elle est déjà programmée. Donc ça existe. C'est vrai que c'est un traumatisme physique, mais en même temps, il ne sera que de 8 mois. On est bien d'accord. Et puis je me dis bon, je préfère qu'on m'enlève un sein plutôt qu'on m'enlève la vie. Et puis voilà, je suis très jeune. Je suis une bonne vivante. Je suis positive toujours. Donc mais bon, des moments, c'est vrai que j'ai des petits coups durs et il commence à s'en apercevoir. Il m'a dit, oui, qu'est-ce qui se passe mais oui, c'est bien sûr. Bien, parce que je suis plus vraiment comme avant. Je suis quand même assez fatiguée. Et puis bon, voilà. J'ai souvent des rendez-vous, etc. Et lui, il veut venir avec moi, donc j'esquive à chaque fois. Il faut que vous l'impliquiez cette fois-ci. Ben oui, mais bon. Ouais, c'est important. J'ai pas le courage de lui annoncer parce que il est tellement heureux de se marier, il est tellement heureux que j'étais en guérison. Oui, bien sûr, mais en même temps... Il m'a dit encore la semaine dernière, c'est formidable que tu sois en rémission, je suis vraiment heureux qu'on s'en soit sortis tous les deux et puis voilà, que tu ailles mieux. Et voilà, mais il faut qu'il continue à vous aider à aller mieux. Donc la seule façon possible là, c'est de lui dire, mais alors le plus vite possible. Bah oui, parce que là, ça fait quand même déjà... Ouais, parce que sinon il va avoir l'impression que précisément vous n'avez pas confiance en lui. Bah oui, c'est ce que tout le monde a. Parce que ma meilleure amie et mes parents me disent. Et oui. Et puis bon, c'est pas leur rôle non plus, c'est pas leur rôle à ma meilleure amie et à mes parents de leur annoncer. Non, pas du tout. Mais bon, de toute manière, on prend la vie comme elle vient. Et puis, ce qui me tient entre guillemets, c'est que voilà, il y a le mariage en septembre. Mais il faut lui dire. Vraiment, après voilà, la première fois quand j'ai eu ma maladie, au bout d'un an, mon ami m'a demandé en mariage. Donc ça fait quand même 2 ans qu'on prépare tout ça. Et puis. Et vous n'allez certainement pas y renoncer parce que c'est important pour vous et que ça doit vous aider à guérir. Bon, là, de toute manière, tout est lancé. Donc, maintenant, j'espère pour moi, ça va aller. Après l'opération, il serait peut-être question, donc les rayons, c'est sûr d'en refaire encore après, mais peut-être également de faire de la chimiothérapie. Là, j'attends la décision du protocole des médecins. Oui, à laquelle il faudra vous tenir, mariage ou pas mariage, on est bien d'accord. Mariage ou pas mariage. Après, bon voilà, je sais très bien que si on fait de la chimio, c'est plutôt, c'est assez, assez basique entre guillemets de la perte de cheveux. Je me marie, voilà, c'est un peu tout ça qui me fait peur et bon, je suis prête à entendre que j'avais un cancer. Bon, je m'en suis déjà, on va dire, voilà, la première fois que j'ai appris ça, j'ai pris sur moi et puis j'ai mûri et puis bon, je positivais à chaque fois. Là, mais bon, je sais, c'est un coup dur. C'est un coup dur, donc. Oui, c'est un coup dur. On va le dire les choses simplement. Mais c'est ce garçon qui est à vos côtés. S'il veut se marier avec vous, c'est qu'il vous aime. Bah oui. Donc, dans cette seule perspective, vous devez lui dire. 2, savoir qui sera à vos côtés, bien sûr. Sinon, mais bon, si je lui dis pas, c'est pas parce que j'ai pas confiance ou parce que la première fois, ça s'est mal passé. Mais j'appréhende, en fait, qu'il soit contrarié et qu'il retombe dans cette dépression. Et, parce qu'il a mis quand même quelques mois à se... Ève, excusez-moi, mais c'est un moindre mal qu'il soit contrarié. Ce qui est important, là, tout de suite, c'est vous. Voilà, sa contrariété, il va falloir que pendant un certain temps, pardon de vous parler crûment, il mette tout de même un petit mouchoir dessus. Ce qui est important là tout de suite, c'est tout de même de vous sauver la vie. Vous ne croyez pas ? Oui, mais voilà. Donc, il va peut-être être un tout petit peu contrarié parce que c'est un contretemps et qu'il ne voyait pas son mariage dans ces conditions-là. Eh bien, mon Dieu, on ne choisit pas toujours. Et pour l'instant, la priorité absolue, c'est vous.
On est bien d'accord. Donc, demain matin, vous vous levez, vous prenez votre courage à deux mains et vous lui dites « J'ai quelque chose de très important à te dire ». Ben oui, il va falloir que je le fasse. Oui, je crois que vous n'avez pas d'autre alternative. Vous n'avez pas d'autre alternative. Vous pouvez lui dire, vous pouvez lui faire part, bien entendu, de vos doutes, de vos incertitudes, en disant si j'ai autant tardé, c'est parce que j'avais peur, j'ai tellement peur. Pour ce mariage, j'ai eu peur de ta réaction, j'ai eu peur de ma réaction. La première fois, ça s'est pas bien passé, mais là, j'ai besoin de courage pour affronter cette intervention qui va avoir lieu d'ici très peu de temps. Et ce qui est très important pour moi, c'est de savoir que tout de suite derrière, nous allons nous marier. Et ça m'aide. C'est ce qui m'aide. Ben ouais, mais bon, c'est pas évident. Alors je te demande de m'aider. Ouais. Hein, c'est son rôle aussi. Ah oui, bah c'est sûr. Voilà, c'est son rôle aussi. Voilà. Donc, ne le privez pas de ça, j'ai envie de vous dire. Ne le privez pas de ça. Mais la première fois, quand j'étais soignée pour mon premier cancer, il était trop protecteur, justement. Il était trop... Parce qu'il a besoin de l'être, il a besoin d'intervenir directement. Vous ne pouvez pas lui retirer ce rôle. Ça va être votre mari, c'est-à-dire la personne la plus proche de vous. Hein? Comment imaginez-vous ne pas lui dire ? C'est urgent de lui en parler. Oui, je suis obligée de lui dire, je le sais, mais c'est-à-dire que je me dis, bon, allez, demain, et puis demain, et puis demain. Mais là, c'est demain matin en vous réveillant. Bah ouais, là, je pense que j'ai pas le choix parce que... Oui. C'est pas une solution non plus de faire ça, mais bon, je veux dire, c'est un peu... Écoutez, pas mal de choses qui me tombent dessus. je vais vous dire quelque chose. Plus vite vous allez lui dire, plus vite vous allez être soulagé. Parce que là, vous avez un problème de santé important. Et par-dessus, vous êtes en train d'en ajouter un autre c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Donc vous allez être terriblement soulagé, libérez-vous de ce poids, absolument. Vous n'avez pas besoin de penser à sa contrariété, à la manière dont il va le prendre. Il va le prendre de toute façon parce qu'il faut qu'il soit à vos côtés, point barre. Ah bah oui. Eh oui. Mais bon, à la limite, j'ai plus peur pour lui. Je veux dire, parce que je suis pas sûre, la première fois quand on a été tous les deux... Mais j'ai bien compris. Les résultats, il était... à la limite, c'était plus lui le malade que moi. Il était vraiment lapidé et puis... oui, mais il faut qu'il soit fort pour être à vos côtés. Oui. Vous avez besoin de sa force à lui aussi. Et puis, je crois qu'il faut absolument l'impliquer en lui disant « j'ai besoin que tu m'aides ». Donnez-lui ce rôle. Il en a besoin. Il ne comprendrait pas que vous ne lui donniez pas. C'est ça qui est important pour vous d'entendre. De toute manière, c'est... Parce qu'il va se dire quoi ? Alors tu te défies de moi, on va se marier et un truc comme ça, pareil, nous arrive et tu ne m'en parles pas ? C'est vrai que j'ai mal joué sur ce coup-là, mais bon, je vais pas. Je me suis dit puis j'attendais aussi, j'avais d'autres résultats, j'ai fait des bilans d'extension, je voulais voir vraiment ce qu'il en était et puis la gravité du problème. Et bon. Oui. Non mais là, cas, tout de suite, la priorité absolue, c'est vous, votre santé. Donc vous devez lui en parler, c'est tout. Parce que vous allez être tellement soulagé. Là, vous êtes en train de vous prendre la tête pour un problème qui ne doit pas en être un. Cet homme vous aime, il va se marier avec vous, il est à vos côtés. Et puis il affronte avec vous ce que vous devez affronter. C'est quelque chose que vous devez traverser tous les deux. Et le fait qu'il vous tienne la main, ça doit vous aider. Or vous avez peur qu'il réagisse mal. Bon, écoutez, peu importe sa réaction, vous lui dites, après il réagit comme il veut, d'une certaine manière, c'est son problème. Et vous pensez à vous. Oui. De toute manière, j'ai pas le choix et je vais devoir affronter ça demain. Oui. Et puis vous allez nous rappeler pour nous dire comment ça s'est passé. D'accord. D'accord, je compte sur vous. Pas de souci, je vous rappellerai alors. Entendu, merci Ève. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors avant de poursuivre avec Nathalie, je voudrais vous faire part de quelques SMS, Ève, qui vous concernent parce que nos auditeurs, bien sûr, ont réagi.
Et ils sont d'ailleurs nombreux à l'avoir fait. Donc Ève, dites rapidement votre état de santé à votre futur mari, mais faites-vous aider peut-être tous les deux par un thérapeute. Très bon courage à vous de la part de Rome. Et puis dans le même sens aussi le message de Lula qui dit par rapport à son futur mari, elle doit demander l'aide de l'équipe soignante, cancérologue, psychologue, voilà. Et puis ensuite de la part de Chris, bravo, vous êtes courageuse et vous entendre c'est génial. Et enfin une dernière petite idée, peut-on lui faire écouter l'émission, pourquoi pas en podcast, ce n'est pas impossible et c'est peut-être une idée de solution. Voilà, on poursuit tout de suite avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci de me recevoir, c'est gentil. Mais non, c'est moi, ça me fait plaisir. Alors vous nous appelez parce que vous voulez traiter d'un sujet qui est un sujet de travail professionnel, les relations professionnelles entre époux et les relations professionnelles familiales, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis chef d'entreprise et donc mon mari est salarié de l'entreprise. Donc c'est lui la matière grise de l'entreprise, mais pour une raison stratégique, on a décidé de me mettre au poste de gérante. Oui. Et puis lui, en tant que salarié, au même titre que d'autres personnes qui sont également salariées. Tout à fait. Donc il a une attitude envers les autres salariés, voilà, avec du respect, jamais une parole plus haute que l'autre. Et quand c'est avec moi, donc quand il y a des sujets où voilà on n'est pas d'accord, ce qui arrive quand même fréquemment, tout de suite c'est les mots, c'est il monte sur ses grands chevaux, il me prend à partie et donc c'est assez vif comme discours et moi je trouve que c'est juste et je lui dis à chaque fois mais pourquoi tu t'adresses comme ça à moi, pourquoi tu me prends à partie, pourquoi il y a ce côté agressif et avec les autres salariés par exemple tu as une attitude complètement normale. Mais c'est parce que tu comprends rien. Bon bref, il est tout le temps, il a ses excuses à lui et quand on est dans le dialogue, on essaie d'en parler en dehors de l'entreprise. Il me dit oui, c'est parce que il aimerait que je sois au top, que je sois à 100%, que je fasse pas d'erreur, que voilà. Oui. J'ai un petit peu la science infuse et je suis désolée, moi je suis une autodidacte. L'école professionnelle, je la fais tous les jours à travers les expériences que j'ai au quotidien. Et ça, c'est un truc qui me fout en l'air, c'est quand il pète des câbles et puis... il pète des câbles carrément ? Ah oui, s'énerve. Quand je dis péter un câble, c'est vraiment s'énerver, le ton de la voix qui est très très dur, intransigeant. Alors c'est ce que je lui dis souvent pour rigoler. Je lui dis écoute, t'es viré, je te fous dehors. Alors ça doit pas lui plaire ça. Je dis t'es licencié, allez je te mets dehors. Je dis attends, si tous les salariés de la boîte me parlaient comme ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il crie encore plus fort, vous ne croyez pas ? Moi j'en sais rien, mais moi je le vis très très mal. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis pas d'accord du tout qu'ils me prennent à partie. Et moi je me dis, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont justement dans des cas comme ça où alors quand on rentre à la maison, de toute manière il y a une règle d'or qui est on ne parle pas de boulot, parce qu'il y a quand même des enfants et voilà. Donc là, bien sûr, il redevient l'homme de ma vie, l'homme de tous les jours. Mais quand on est à l'entreprise, il y a des moments où, bien sûr, peut-être que le stress, etc., il y a des moments où, il s'en prend à moi. Et, pourquoi, à votre avis ? J'en sais rien. Je crois que c'est le fond de la question. Eh bien, je pense aussi que c'est parce que vous êtes la personne la plus proche de lui. Ouais, mais je suis pas son bouc émissaire, je suis pas la tête de Turc, quoi. Je lui dis tout le temps, je suis pas ta tête de Turc. Je dis un de ces quatre, c'est moi qui vais me barrer et ce serait dommage d'en arriver là, quoi. Je lui dis, tu vas te débrouiller, tu vas trouver une autre gérante et puis tu vas te débrouiller avec la boîte, quoi. Non, Des fois, je suis limite, Bon, je vois nos intérêts, bien sûr, donc je me calme, tout ça. Mais c'est pénible
c'est pénible. Oui, je suis la personne la plus proche. Et qui châtie bien aime bien, ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est pas du tout que qui châtie bien aime bien. Pourquoi est-ce qu'il aurait le droit, d'abord, tout simplement, de vous châtier? Il n'a aucun droit. Non, mais il s'agit pas de châtiment. Je crois qu'il s'en prend à vous pour deux raisons. D'abord parce que l'histoire prouve qu'on fait beaucoup moins d'efforts vis-à-vis des gens qui nous sont le plus proches et ceux qu'on aime le plus, alors qu'on va se mettre en quatre pour des parfaits étrangers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est ça. Il est tout sourire, disponible pour les autres salariés. Et moi, c'est marche ou crève, quoi. Non, c'est pas marche ou crève. Ah, mais si, c'est ça. non, mais je vous assure, il est très, très dur. Bon, de toute manière, j'ai pas un tempérament non plus à me regarder le nombril. Je vais de l'avant, je suis une fonceuse. Mais parfois, on a tous des moments de fragilité. Je dis, merde, qui il est, quoi, pour être comme ça. Et c'est vrai que des fois, c'est limite. Oui. Et puis ensuite, parce que peut-être que inconsciemment, le fait que ce soit vous la gérante et lui le salarié, ça lui pose un problème. Donc, qu'est-ce qu'il revendique ? Il revendique tout simplement le droit d'être au même niveau que vous. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien compris, puisque vous lui dites, tu es un salarié et je vais te virer, voilà, je vais te licencier. Ça c'est dans la blague. Hein. Oui, c'est dans la blague, mais ça contient toujours une part de vérité. C'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir un semblant d'autorité sur vous, lui fait penser que il est gérant comme vous. Or, pour des raisons techniques, vous l'avez expliqué, stratégiques, il est salarié de cette société, il est salarié de cette entreprise. Donc, d'une certaine manière, on pourrait penser qu'il vous est subordonné. Oui, mais c'est pas du tout ça. Mais je comprends dans sa position en tant qu'homme, et en tant que mari. Oui, voilà. Après, c'est plus l'intelligence qui parle. C'est l'être humain. C'est le côté masculin, viril, tout ça. Voilà. Il a besoin d'affirmer sa position et d'une certaine manière de vous dire qui c'est Raoul. Mais oui, il s'agit de ça. Vous m'avez éclairé, c'est bon, j'ai compris. Donc il va falloir que je travaille dans ce sens-là. Mais une fois de plus, je vais devoir. Mais si vous le prenez, travailler dans ce sens-là. Oui, si vous le prenez autrement, c'est-à-dire au lieu de, et je le comprends, hein, d'ailleurs, c'est une relation tout à fait légitime parce que personne n'aime se faire réprimander et en plus hurler dessus. Quand vous dites péter un câble, j'ai une vague idée de ce que ça peut sous-entendre. Mais si, au contraire, vous le sollicitiez en disant, c'est vrai, tu as peut-être raison. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ou comment tu vois la chose, ou qu'est-ce que tu en penses. Vous voyez, vous le replacez dans un autre rôle que le sien, parce que de cette manière-là, il n'a pas besoin d'user d'autorité. Vous le sollicitez en tant que conseil, c'est plus du tout la même chose. Donc, vous le ramenez finalement sur un plan qui est totalement égal au vôtre. Peut-être qu'on peut ruser comme ça, être un petit peu sioux. Oui, mais voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, mais sur le moment, j'ai pas forcément l'esprit à ça, et donc je pars au quart de tour, et il faudrait, prendre du recul et avoir cette démarche. Mais quand on est quand on se fait hurler dessus, on n'est pas dans un moment de conciliation. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et donc en plus, c'est sur des domaines où normalement c'est lui qui maîtrise, et je devrais soi-disant maîtriser aussi. Donc moi, je peux pas être au four et au moulin, justement. Si on a structuré les choses comme ça, c'est que... Oui, vous êtes un peu débordé en même temps par la situation. Oui. Et tout ce qu'il y a à faire, ça j'imagine bien. Alors vous voyez par exemple, j'ai un petit message de la part de Rome, qui lui n'est pas tout à fait du même avis que moi, d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous le livre, pourquoi pas. Alors, un conseil, dites-lui droit dans les yeux que son attitude doit radicalement changer avant qu'il y ait rupture, et qu'il faut qu'il y ait respect de cette situation. Alors bien sûr, je comprends ce que veut dire Rome, et je ne pense pas, moi, que l'affrontement total soit une bonne idée. Parce que là, ça va déclencher une crise. Oui, mais souvent, tout le temps d'ailleurs. Il y en a une qui plie, c'est moi. Je suis obligée, autrement ça irait au clash. Voilà. C'est dommage parce que on chamaille sur des trucs techniques qui touchent vraiment son expertise à lui. Bon, c'est des choses. On est dans la production,
Et bon, moi j'ai le portefeuille, donc il y a des délais à respecter, des choses comme ça. Et c'est sur des points que moi j'estime importants. Et lui, il a le côté artiste, donc on s'en fout. S'il me faut 6 mois pour créer, il me faut 6 mois. Et arrange-toi pour faire vivre l'équipe. Débrouille-toi. Et donc c'est vrai que oui. Mais oui, il faudrait que je lui dise. C'est ça, roule ma poule. Voilà. On est d'accord. Mais écoutez, je crois que le mieux, c'est d'essayer de le solliciter le plus possible de manière à l'impliquer d'une autre façon. C'est-à-dire, je crois que finalement, à l'agressivité, on répond par l'agressivité, puis on tombe comme ça dans un cycle infernal dont il ne sort jamais rien de bon. Si vous voulez rétablir un peu d'équilibre, mettez un peu d'apaisement dans tout ça. Ouais. Et c'est à vous de le faire parce que lui, on a bien compris, c'est un coq. Voilà. Ne l'oubliez pas. Hein. Ses réactions en témoignent. Non, ou alors taper du poing. Mais taper du poing. Le message que vous avez reçu en disant voilà, maintenant soit t'arrêtes tes conneries. Oui, mais ça c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites au fond. C'est ce que je fais, mais. Et ça marche pas. Sur le moment, si vous voulez, j'ai tendance quand même à plier. Hein, et c'est après, quand il s'est passé une journée ou deux, que je lui dis quand même, essaie de changer, de me respecter, parce que moi, je vais jeter l'éponge et tu vas te démerder, tu vas trouver une autre gérante, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et je lâche tout, quoi. Oui, mais voyez... c'est pas sur le moment, c'est après. Puis bon, lui, entre-temps, il a oublié. Il me dit, mais tu fais des films. C'est rien, allez, courage. Il me remotive et tout. Mais le mal est quand même fait, quoi. Oui, c'est ça. Vous venez de le dire. Le mal est fait. Moi, je pense que quand on va... Voilà, vous allez tout de suite vers des solutions radicales qui est trouve-toi une autre gérante, sous-entendu, moi, je m'en vais. Sauf que la gérante actuelle est aussi sa femme. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation difficile, avec des décisions que vous n'avez absolument pas envie de prendre. On est bien d'accord. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'essayer la conciliation. Disons, tu as raison. Comment on fait ? Comment tu ferais ? Voilà. Qu'est-ce que tu proposes ? Par exemple, et puis on va voir ce qu'il propose d'ailleurs. Ça peut être. Je vais essayer, puis je vous rappellerai. Mais j'y compte bien. J'y compte bien. Je vous remercie de votre appel, Nathalie. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, le témoignage d'Ève qui se marie au mois de septembre et qui, avant la fin du mois d'août, doit subir l'ablation d'un sein, a suscité chez vous de nombreuses réactions. Et nous allons tout de suite prendre Caroline qui souhaitait intervenir. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Caroline. Décidément, c'est la soirée des voilà, Caroline, je ne sais pas, oui, nous sommes un certain nombre à porter ce prénom. Ah oui. Non, je voudrais quand même que Ève comprenne que se marier, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Et qu'il n'est pas question de se marier sans faire confiance. Tout à fait. Et vous avez parfaitement raison. Si elle n'est pas capable de faire confiance à son futur époux, je crois qu'il vaut mieux lever le pied. Oui, mais vous avez bien compris, si vous avez écouté, qu'elle en est totalement incapable aujourd'hui de lever le pied. C'est même sa terreur. En réalité, de quoi est-il question ? Elle a peur de la réaction de son futur mari, mais elle a surtout peur qu'il ne s'en aille, parce qu'il ne pourrait pas faire face à cette épreuve. Et c'est ce qui l'arrête. Dans ce cas-là, il faut... Oui, on est d'accord. Il faut tout arrêter immédiatement. Sauf que la perspective de ce mariage la fait tenir. Alors tout arrêter immédiatement, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que finalement un homme qui ne serait pas digne de confiance, on doit l'épouser ? Au fond, c'est votre question. Non, c'est plus compliqué que ça, ma question. Ouais.
c'est que si on n'est pas capable de faire confiance à son futur époux, c'est qu'il ne faut pas l'épouser. Je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas capable. Elle redoute sa réaction. N'oubliez pas ce qu'elle a dit. Au début, il était là et il était terriblement intervenant. Il avait une attitude très protectrice. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué chez elle un repli. Et elle n'a pas voulu partager ça. Du coup, lui, il s'est senti mal, à mon avis, parce qu'il a été exclu. Et voilà. C'est ça le problème. Parce qu'il a été exclu. Mais au fond, d'ores et déjà, il est là. Parce qu'il est resté, parce qu'il a continué avec elle. C'est-à-dire qu'une fois sorti de sa dépression, une fois sorti de cette épreuve, ils ont continué de vivre ensemble et aujourd'hui, ils font le projet de se marier en septembre. Mais effectivement, l'exclure, c'est prendre un risque. C'est-à-dire que lui, il va lui dire... Prendre un risque, c'est le tromper. C'est un peu fort comme terme, mais non. Ce n'est pas tout à fait faux. Je comprends ce que vous dites. C'est le tromper. Je vais vous dire un truc qui va vous paraître épouvantable, mais c'est pas grave. Non. Vous savez qu'on ne juge pas ici. Sur la marchandise. C'est pas tromperie sur la marchandise. Je vois bien où vous voulez en venir, vous. Mais elle est dans un tel état aussi d'anxiété qu'elle en perd peut-être le vrai sens de ce qui est en jeu. Or, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est sa vie. Qu'est-ce qui lui fait plaisir ? Qu'est-ce qui la fait tenir ? La perspective de ce mariage. Et tout événement de nature à reculer la date de ce mariage, ou bien à annuler ce mariage, lui fait perdre pied. Elle perd pied. Il ne faut pas occulter ça. C'est pas ça la question. C'est que le mariage se fasse en toute connaissance de cause. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais sans doute, si elle n'était pas comme ça, dans la maladie, et à la veille de cette intervention, elle dirait exactement la même chose que vous. Mais c'est la situation d'urgence qui crée cette angoisse. Parce qu'elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle le sait bien, elle en a conscience. Tous les jours, elle se dit, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Donc elle sait qu'elle doit lui dire. Mais il faut qu'elle le dise. Elle dit simplement, je sais qu'il faut le dire, je n'y arrive pas. C'est pas la même chose, hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de sa famille qui peut servir de vecteur ? Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté, mais les messages... Je vous écoutais, sinon je ne serais pas intervenue. Non, mais la fin les messages SMS, allaient dans ce sens, en disant, est-ce que ça n'est pas plutôt à l'équipe soignante d'aider ? Et je pense que c'est pas mal, parce que ce sont des tiers. Non, c'est pas à l'équipe soignante, c'est à quelqu'un de sa famille proche à elle, qui interviennent en disant, bon voilà, elle n'a pas le courage, parce qu'elle a peur. Je sais pas, sa mère, son père... Oui, qui sont au courant. Mais elle va lui dire, elle va lui dire. Simplement, elle se demande comment. C'était sa question du début, comment lui dire ? Elle n'a pas dit « je ne vais pas lui dire », elle a dit « comment lui dire ». Vous pouvez pas lui envoyer la cassette, une cassette ou un je sais pas quoi de l'émission de ce soir. Non mais pourquoi pas, c'est une idée. Pour qu'elle puisse lui envoyer et ça serait quand même peut-être un moyen soft de lui faire comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une idée. C'est une idée d'ailleurs qui a été soumise par un auditeur. Donc vous voyez, vous êtes plusieurs à vous rejoindre sur ce point, mais je pense qu'on est tous du même avis. Elle doit lui dire. Bon, cela dit, je pense que ce garçon prendra ça pour une forme de lâcheté aussi. Non, parce que tout de même, elle traverse un moment difficile. Vous voyez, je reçois un SMS de la part de Catherine qui dit « Perdre à la fois un sein et un amour, ça fait beaucoup ». C'est vrai. Donc, elle est dans cette angoisse-là. Je crois pas qu'il faut que ce soit... On peut pas la juger trop sévèrement. Mais je ne la juge pas. Mais... Je ne la juge pas. Je pense simplement que si elle décide vraiment de se marier, il faut qu'elle le fasse en toute connaissance de cause. Tout à fait. Et que
on n'a pas le droit d'épouser quelqu'un en lui cachant quelque chose d'aussi énorme. Mais attention, il n'est pas question de lui cacher, Caroline. Comment voulez-vous qu'elle lui cache? Elle se fait opérer à la fin du mois d'août, elle se marie en septembre. Okay. Et puis en plus, c'est pas, je veux dire, elle se fait pas, elle subit l'ablation d'un sein. Donc quoi qu'il arrive, mais elle est obligée de lui dire. Pas. Mais je veux dire, il faut qu'elle lui dise. Ou si elle n'est pas capable de dire ce que je conçois, qu'elle le fasse dire par quelqu'un d'autre. Elle doit avoir une mère, un père ou... Je comprends ce que vous dites. En même temps, je crois que il pourrait ressentir comme une trahison le fait qu'elle ne le lui dise pas elle-même. Oui, je sais bien que c'est compliqué tout ça, mais il faut à tout prix qu'elle lui dise, enfin bon, qu'elle le prévienne dès maintenant. Oui. On est entièrement d'accord. Je vous remercie, Caroline, de votre intervention. Et puis, j'espère que Ève vous entend et je suis sûre qu'elle nous écoute. J'espère. C'est important pour elle que les choses soient claires. Oui, tout à fait. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée et merci pour votre émission. Au revoir. Au revoir. On va prendre maintenant Odette. Odette, bonsoir. Vous aussi, vous souhaitiez réagir sur ce qui a été dit. Moi, je suis pas passée dans les mêmes conditions puisque j'avais 60 ans. Oui. J'avais 60 ans, mais c'était c'était pire que l'ablation du sein, en ce sens que c'était le foie. D'accord. Et là, on s'en sort pas. Là, vous voyez, j'en ai parlé récemment à mon médecin, c'est pour ça que je réagis. Cette semaine, on en a parlé avec mon médecin en repensant à ce qui s'était passé il y a 20 ans. Mais vraiment, il faut qu'elle s'accroche à son futur mari. Tout à fait. Et ne craigne pas de se faire pouponner. Comme mon mari m'a pouponné, c'était un réconfort, c'était une force. Il me transmettait sa force. Oui. Comprenez j'imagine bien parce que ça fait 20 ans, donc oui. Voilà. Et il est mort 2 ans après. Il était aussi malade que moi et j'en savais, ça passait à travers quoi. Bon, mais il me soignait, mais dans des détails, voyez-vous, que je peux vous dire. J'avais un escar, je ne me rendais pas compte. Il dit, c'est qu'est-ce qu'elle a là? Mais c'est un escar, on va soigner. Parce que, bon, l'opération est en fait, ça n'est pas fini. L'opération, c'est un début. Oui. Bon, alors il faut être aidé. Tout à fait, il y a tout ce qui suit derrière. Elle a parlé de radiothérapie, elle a parlé éventuellement de chimiothérapie, voilà. J'ai eu pendant un an et une opération de second regard au bout d'un an. Pour voir s'il y a vraiment, il n'y avait plus rien. Vous aussi, vous avez traversé la ceinture, vous aurez les bretelles. Voilà. Bon, mais là, et comment vous dire, et alors, tout se passe très bien pour elle. Mais j'en suis sûre et je pense que si elle vous écoute, ce que vous dites est d'un précieux réconfort. Odette, malheureusement, je dois vous interrompre parce que notre émission s'achève. Je vous propose de nous rappeler dès demain.